Pierre Gattaz, le président du MEDEF, était à Grenoble cet après-midi pour clore une semaine de contestation qui a mobilisé de nombreux patrons. Champion olympique, numéro 1 mondial depuis 3 ans, le biathlète isérois Martin Fourcade a complètement raté sa rentrée hier soir en Suède. Et puis dans notre feuilleton de la semaine, on va s'intéresser à la plus longue piste de ski d'Europe qui a fait sa mue pendant l'été. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Cap Info du jeudi 4 décembre. Rien ne sert de courir, il faut partir à poil. C'est la devise de mon invité, Nance Thomasé, bonsoir. Bonsoir. Héros de l'émission Nu et culotté, diffusée sur France 5. Vous êtes aussi l'un des nombreux invités du Festival international du film d'Autran, qui se poursuit jusqu'à dimanche sur le plateau du Vercors. Le temps d'effeuiller l'actualité du jour, et puis on se retrouve dans quelques minutes pour parler de vos aventures pour le moins originales. Avec plaisir. On démarre par une info pratique qui, elle, n'a malheureusement rien d'original. La CGT et le syndicat Sudrail ont lancé un nouveau préavis de grève à la SNCF pour les 3 prochains jours. Un mouvement qui devrait entraîner la suppression d'un train sur 4 sur le réseau TER et TGV en Rhône-Alpes. Autre contestation, moins fréquente celle-là, c'est celle des patrons. Après les avoir incités à siffler le gouvernement hier soir à Lyon, Pierre Gattaz est venu rencontrer les chefs d'entreprise cet après-midi à la CCI de Grenoble. Cette semaine de mobilisation, c'était une sorte de carton rouge pour le gouvernement ? C'est une expression d'un ras-le-bol, d'un malaise. Et il faut l'intégrer comme ça. Et moi, j'espère, si vous voulez, que les ministres et les députés auront la lucidité, le pragmatisme, le bon sens, de dire que ce ne sont pas des réunions politiques. Ce n'est pas les 3 fédérations nationales qui ont fait un coup politique. C'est la base qui s'exprime. Ce sont les chefs d'entreprise de terrain. C'est ceux qui créent de l'emploi. Et je dirais qu'ils expriment un malaise, un mal-être terrible, incroyable. Donc il faut les écouter. La législation du travail est devenue trop compliquée. On a peur d'embaucher. La fiscalité est trop forte, trop de charges, trop d'impôts. Et la complexité administrative. Voilà les 3 éléments. Et tenez vos promesses. Oui, le pacte de responsabilité, c'est une bonne idée. Moins 40 milliards de baisse, c'est super. Faites-le vite. Oui, la simplification, c'est merveilleux, c'est magnifique. Mais faites que la pénibilité, que la loi Hamon s'inscrivent dans la baisse des charges, dans la baisse du coût du travail et dans la simplification que vous avez demandé par le pacte et que vous nous avez vendu. Donc nous, on est là-dedans, on est comme Saint Thomas, on attend. J'espère que ce cri collectif des forces vives du pays sera bien entendu par nos députés et nos ministres. Après le patron des patrons, c'est le patron des armées qui sera chez nous ce vendredi. Jean-Yves Le Drian rendra visite aux troupes de montagne. Il abordera 2 points sensibles, la mise en place d'un nouveau système de paye pour les 250 000 militaires français et le programme Scorpion qui vise à moderniser les équipements de l'armée. En juin dernier, le tribunal administratif avait prononcé l'annulation des élections municipales de Briey-en-Gaune après le recours déposé par le candidat UMP. Cet après-midi, le Conseil d'État a rendu un avis différent. Bernard Charvet restera bien maire de la commune jusqu'en 2010. Une info à la noix maintenant. C'est vrai que ce fruit se prête facilement aux jeux de mots un peu douteux. Avec 150 000 noyers sur son territoire, Vinay n'est pas la capitale des inondations, mais bien celle de la noix de Grenoble. La commune organise d'ailleurs tous les 2 ans un championnat du monde unique en son genre. Patricia, mon petit, je voudrais pas te paraître vieux jeu ni encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois, mais la vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me les briser melu. Si seulement à l'époque des tontons flingueurs, Lino Ventura avait connu le championnat du monde des casseurs de noix de Vinay. Tous les 2 ans en novembre, à l'occasion de la foire aux noix, les spécialistes du genre se donnent rendez-vous dans la capitale mondiale, ou presque, de ce fruit à coque, pour faire joujou en toute délicatesse avec leur marteau. Quelques novices sont également invités. 50 noix à casser le plus rapidement possible et 10 secondes de pénalité par cerneau abîmé. Ici, on n'est pas des carmèmes. Bien le bonjour, braves gens. Nos autres, tiens, le patoisant de Vinay, sont bien contents de participer à la fête de la nuit. J'aimerais bien inventer une machine à casser les noix. Et je suis stimulé par ma femme parce qu'elle me reproche toujours de les lui briser. Et une fois qu'elles sont brisées, les noix se prêtent à toutes les fantaisies, décoratives ou gustatives. Là, nous avons le pain d'épices aux noix. Donc, pour manger, quelquefois avec du foie gras, les gens aiment bien. Ça passe très bien. Et là, notre franginois, donc le gâteau aux noix,
avec de la frangipane. La foire aux noix, c'est aussi l'occasion de rencontrer les producteurs, venus rappeler l'importance de l'appellation d'origine protégée. L'appellation veut dire produit de qualité, et donc c'est important que derrière, à la fois les producteurs fassent tous les efforts nécessaires pour assurer la qualité de ce produit, c'est-à-dire au niveau bon aspect du produit, qualité du cerneau, taux de déchets, mais aussi gustativement. On oublie trop souvent aujourd'hui qu'un produit qui a une appellation, c'est aussi un produit qui doit avoir du goût. Et pour veiller également au grain, la confrérie de la Noix de Grenoble n'oublie pas d'introniser chaque année de nouveaux membres. Elle a bon goût, la Noix de Grenoble, en tout cas des images qui donnent envie de passer à table. Et c'est ce qu'ont fait toute cette semaine nos anciens. À l'invitation de la mairie de Grenoble, ils ont pu apprécier avant l'heure le repas de Noël concocté par les jeunes du lycée hôtelier. Ils étaient environ 500 chaque midi à se retrouver dans la halle de Alpexpo. Un moment de partage et d'échange pour une population qui souffre parfois d'isolement pendant cette période de fête. À la surprise générale, Martin Fourcade a raté sa rentrée sur les planches. Le biathlète de Villard-de-Lans, qui avait pourtant donné dimanche, comme on le voit sur ces images, la victoire à l'équipe de France en relais, a fini hier soir à une incroyable 81e place de la première épreuve individuelle de l'hiver. Le numéro 1 mondial a raté 6 balles au tir, une fébrilité inhabituelle qui peut s'expliquer par une intersaison durant laquelle le double champion olympique a dû gérer son nouveau statut de vedette du sport français. Il a été sursollicité au printemps, l'été, encore aujourd'hui c'est pas simple, il faut toujours composer la planification de l'entraînement par rapport aux sollicitations diverses et variées dont il fait l'objet. Et c'est sûr que bon, il a eu une mononucléose, mais c'est pas innocent non plus. Je pense que la fatigue était bien présente, le corps affaibli, donc quand on est dans un état comme ça, on chope le moindre virus qui traîne. Et il a eu 8 semaines consécutives où il a quasiment rien fait. Donc le souci qu'on a, c'est de savoir s'il va être en mesure de tenir toute la saison. Ça a été une période un peu compliquée pour moi parce que je vis biathlon tous les jours de l'année et voilà, de sentir que j'étais pas dans mes bases, de sentir que je pouvais pas progresser, que j'arrivais pas à me donner à 100%. Ça a été une période compliquée. Alors aujourd'hui, je suis content d'avoir sorti la tête de l'eau, de revivre, de respirer normalement. J'y ai toujours cru. Après, il y a eu des moments difficiles où j'avais envie de baisser les bras, mais voilà, je crois que c'est dans ces moments-là aussi où je rêvais de ces moments-là où je pourrais attaquer la première course en position de gagner. Et oui, donc une première place malheureusement inaccessible, un 81e du 20 km. Martin qui pourra se rattraper dès samedi avec l'épreuve de sprint. À noter, petite consolation pour lui, que son grand frère Simon a fini meilleur français à la 9e place. S'il y a de la neige en Suède, il n'y en a pas beaucoup par contre en France. Du coup, les épreuves de Coupe du Monde de ski prévues en décembre à Courchevel et à Val d'Isère devraient être annulées. Val Thorens a d'ores et déjà reporté en janvier l'épreuve de ski cross qu'elle devait organiser la semaine prochaine. Et puis un dernier mot de rugby pour vous dire que le FCG retrouvera vendredi soir son ancien stade pour accueillir l'équipe italienne de Rojo dans le cadre du championnat européen. Coup d'envoi à 19h30 à l'Hédiguerre donc. Notre feuilleton cette semaine nous fait visiter les coulisses des stations qui prépare évidemment l'arrivée de l'hiver. À l'Alpe d'Huez, on a remué ciel et surtout terre pour mettre en avant le fleuron du domaine skiable. Sarenne, 16 km de descente non-stop entre glaciers et forêts dans une nature préservée. Avec un départ du Pic Blanc à 3300 mètres d'altitude, l'Alpe d'Huez peut se vanter de posséder la plus longue et la plus belle piste de ski d'Europe. Un atout que la station iséroise a décidé de mettre en valeur cet hiver. Aujourd'hui, c'est un produit pour nous majeur, pour notre clientèle. Elle va être équipée en totalité d'enneigeurs pour faire de la neige de production, ce qui permettra de garantir son ouverture de début à la fin de la saison. En moyenne, Sarenne était ouvert 50 jours par an. On espère pouvoir monter jusqu'à 120 en fonction des conditions météorologiques. C'est vrai que pour nous, c'est un super produit pour nos clients à offrir. Et quand vous êtes à Sarenne, vous avez l'impression d'être au bout du monde. C'est magnifique de l'autre côté, là-bas, seul au milieu de la nature. Et pour offrir à la belle une robe blanche à la hauteur de sa réputation, la station n'a pas lésiné sur les moyens. 2 ans de travaux, 7,5 millions d'euros d'investissement. Un chantier hors norme avec notamment la création à plus de 2700 mètres d'altitude d'un des plus grands lacs artificiels des Alpes. Une retenue qui sera au cœur du dispositif d'enneigement. Et
pour ne pas dénaturer ce site exceptionnel, un soin particulier a été apporté à son intégration paysagère. Alors c'est un peu technique, mais 3 bâches, du gravier autour, des enrochements, ce qui fait qu'on a l'impression que c'est quelque chose de naturel. 165 000 m3, très important. Une grosse partie par gravité, donc aucun pompage. On essaye de faire attention à cet aspect aussi écologique, qui est très important pour nous. Les enneigeurs auront des petites LED diodes dessus, qui permettra de les voir la nuit et de faire un tracé quand on fait notamment les soirées by night, les Sarènes by night le mercredi, et des webcams qui permettront aux gens de voir la qualité du produit en permanence en direct sur notre site internet. Créée en 1976, un peu à l'écart du domaine skiable, Sarènes, la piste phare de l'Alpe d'Huez, va donc vivre désormais en pleine lumière. Voilà, et Sarènes qui ne sera pas ouverte en intégralité ce week-end, car il ne fait pas assez froid pour faire fonctionner les enneigeurs. La première descente nocturne prévue initialement le 10 décembre est donc compromise. On a tous rêvé de pouvoir repartir un jour de zéro. Eh bien, mon invité l'a fait, plus d'une fois d'ailleurs, Nance Thomasé. Vous avez créé il y a 2 ans la série Nus et culottés, diffusée avec succès sur France 5. Et dans chaque épisode, on peut dire que vous repartiez complètement à zéro. Voilà, exactement. Et là, aujourd'hui, je célèbre la 20e fois qu'on est reparti de zéro. Alors, et cette 20e fois, je l'ai fait hier. Hier, parce que vous étiez invité pour l'ouverture du festival d'Autran sur le plateau du Vercors, et vous n'avez pas fait comme tout le monde, hein. Vous n'êtes pas monté en voiture. Non, alors Anne Farrer, la directrice du festival, m'a dit voilà, on aimerait projeter un épisode de Nuit culottée de la saison 3 en avant-première, et pour ça on aimerait faire un événement. Est-ce que tu es d'accord de venir habillé en tenue de gala, en partant tout nu depuis chez toi, avec un peu une star locale du Vercors, là où se passe le festival? J'ai dit ok, et je suis parti justement avec Anne-Laure, qui est une grande biathlète du Vercors. Anne-Laure Mignoret, voilà. Une championne effectivement là-haut. Elle est partie nue aussi également. Elle est partie toute nue, elle a joué le jeu, elle est super courageuse, elle est partie avec moi depuis 10. Donc vous êtes partis tous les deux de la Drôme et vous aviez rendez-vous le mercredi soir à Autran. Alors la tenue de gala, elle ressemblait à quoi? Alors la tenue de gala, j'ai quand même ramené ce chapeau. D'accord. Donc un chapeau assez élégant qui nous a été customisé par un fleuriste. Voilà, qui avait un peu le goût du bricolage. Donc voilà, il a rappelé le côté du film avec une pellicule. Et vous êtes donc arrivé en tenue correcte, on peut le dire. Ah ouais. Vraiment impeccable. On n'a pas les images de cette aventure, mais on en a d'autres, puisque c'est un concept que vous avez égrené au fil des 2 dernières années. On va d'ailleurs regarder, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette série pour le moins originale, ce que ça peut donner avec ces images. Vous auriez un vieux vélo ou un bout de pain ou n'importe quoi à manger? Mais il est magnifique ce vélo! Avec Nuit et culotté, vous rentrez dans le monde de la science-fiction. On est tout nus, on n'a pas d'équipe technique, on n'a pas l'argent. On a 3 caméras. Une là, Une là, et une là-bas. Et on a un rêve, c'est d'aller en Grande-Bretagne boire un thé avec un lord. d'aller trouver une oasis au cœur du désert marocain. Faire de la montgolfière dans les volcans d'Auvergne. Bon allez, maintenant, trouver un abri, faire du feu. J'ai envie de feu là. En fait, il suffit de bien t'isoler avec 1,50 m de paille. C'est ça. Et tu dors nickel. Bon, on vient de se faire arrêter par les gendarmes là. Et en fait, on était en règle. Comment on peut être en règle quand on se balade comme ça? Il y a de quoi mettre les papiers d'identité? Ouais, bien sûr, on avait un petit sac quand même avec nous. Avec l'essentiel. Alors on l'a vu, il y a quand même d'énormes effets spéciaux dans cette série, cette petite feuille de vigne verte qui parcourt comme ça l'écran. Voilà, bien sûr. Nous, notre idée, c'est pas du tout de choquer les gens. À la base, c'est vraiment parti d'une envie d'expérimenter la sobriété heureuse dans le voyage. Donc, est-ce que c'est possible aujourd'hui de voyager avec peu, mais voyager bien? Et donc, l'idée, c'est de se mettre les deux pieds dans l'inconnu, tout nu et sans argent, et de commencer un voyage comme ça. Comment vous l'avez eu cette idée? C'est surprenant. Eh ben, l'idée, elle est venue assez progressivement en fait. On voyageait depuis les années 2008. Moi, j'ai voyagé 2 ans en Amérique. Et pendant ces 2 ans en Amérique, en stop et chez l'habitant, j'ai pas cessé de m'alléger,
m'alléger, enlever du superflu dans le sac à dos. Après, c'était en décembre 2009, j'ai fait mon premier voyage sans argent pour finir le voyage en Amérique. Et quand je suis revenu en France, j'ai appelé Moots et puis on s'est dit, allez, est-ce qu'on tente le dernier pas qui est pas de sac à dos, pas d'argent et pas de vêtements. Alors vous êtes un duo dans cette aventure, vous vous mettez à nu devant la caméra, ça on peut le dire. Finalement c'est de la télé-réalité, mais de la vraie vie. Il n'y a pas de scénario, vous partez vraiment à l'aventure et vous ne savez pas ce que ça va donner. Oui voilà exactement. Le seul scénario qu'on a, c'est notre point de départ et le rêve à réaliser. Après c'est que de l'improvisation. Vous vous lancez un défi à chaque aventure. Voilà, à chaque fois il y a un rêve un peu particulier, c'est souvent des rêves de gosse. Aller boire le thé avec un lord, faire un bonhomme de neige en haut d'un pic alpin, faire du parapente en Corse. Et puis après, en fait, la vraie destination pour nous, c'est les gens. Donc on va rencontrer les gens et puis là, on rencontre des univers complètement différents à chaque fois. Alors j'imagine que chaque aventure a ses particularités. Il y a eu des grosses galères sur les 2 années qu'a duré la série ? Ah ouais, il y a eu des moments... Je me suis amusé à compter un jour, je crois qu'on a été hébergé 400 fois chez l'habitant dans ces aventures. On a fait 16 voyages et sur ces 400 fois, il y a eu une seule fois où on s'est senti vraiment en danger. Il y a eu un couteau qui a été sorti, où on a dû vraiment négocier finement pour s'en sortir. Mais sinon, c'était bon, quand les gens n'étaient pas disponibles, ils nous le faisaient savoir et puis nous, on traçait notre route, qu'il n'y avait pas de souci. On a vu sur les images que même l'avion en stop, ça peut fonctionner sans argent, sans rien. On prend 2 inconnus dans un avion. Et ouais, et ça c'est la magie de ces voyages en fait. Quand on part tout nu et sans argent, finalement, les gens en face de nous perdent un peu leur casquette. Et moi c'est vrai que le monde de l'aviation, ça m'a impressionné un peu. Mais quand on a vraiment besoin d'un avion pour se déplacer, on va voir les pilotes et on se rend compte qu'ils sont super ouverts en fait à partager leur passion. Bien souvent, ils ont de la place dans leurs petits avions et on est invité à venir avec eux sur un trajet. Un jour, on a fait Écosse-Islande en jet privé. La classe. La classe. Vous le disiez, le cœur de cette émission, c'est la rencontre humaine, la rencontre avec de nombreuses personnes. Comment les gens réagissent quand ils vous voient arriver chez eux, frapper à la porte à moitié nu ? Alors il y a de l'étonnement, c'est sûr. Oui, bon, ça c'est ce qu'on cherche en fait. Oui. Quelque part, quand on arrive tout nu devant les gens, ça déstabilise un peu. Et de cet étonnement, on peut avoir de la peur, du rire, de la surprise. Et en même temps, c'est toute cette variété d'émotions qui va faire la richesse des rencontres après. Alors des rencontres, il y en a eu de multitudes. Vous faites que passer finalement, vous êtes là un soir, une après-midi, on a envie de s'attacher, de s'arrêter chez certaines personnes ? Oui, bien sûr, là on vient de voir des extraits par exemple chez Papé et Mamé qui habitent en Camargue. Alors eux, typiquement, c'était le genre de personnes, quand ils nous ont vus arriver, ils ont dit « les gars, vous dormez pas ici ». On a passé 1 heure à discuter avec eux et au final, c'est Papé, on l'a appelé comme ça, qui nous a dit « bon, venez dormir dans la caravane là, c'est bon, vous pouvez rentrer ». Et puis on est resté 1 semaine chez eux finalement, enfin, 5 jours exactement, et ils ont été nos grands-parents de substitution. Beaucoup d'émotions en tout cas, c'est vrai que quand on regarde ces aventures, à Autran, vous étiez venu présenter un extrait de ce qui sera la 3e saison. Alors plus qu'un extrait, un épisode en avant-première de la saison 3. Voilà. J'en dis pas plus pour l'instant. Fallait être hier soir. Fallait être hier soir à Autran. À Autran. C'est une saison qu'on pourra voir à partir de quelle période ? À partir du printemps 2015. Donc toujours sur France 5 ? Toujours sur France 5. Toujours dans le même esprit quand même. Ouais, toujours. Je crois qu'on est toujours tout nus. Alors là, je crois que on a poussé un peu le bouchon un peu plus loin cette saison. C'est-à-dire, bon, j'en dis pas plus, mais voilà, c'est toujours dans le même esprit, avec un peu de culot en plus, on va dire. Bon, on suivra ça au printemps prochain. Vous savez, Nance, que vous avez de la concurrence maintenant sur ce créneau. Ouais. Et vous avez regardé ces images qu'on nous a transmises il y a quelques jours. Voilà, une association de randonneurs de la région qui milite pour la randonnée toute nue. C'est pas un trucage, ça se passe vraiment comme ça. On va pas les laisser trop longtemps parce que contrairement à vous, il n'y a pas la petite feuille de vigne. Vous les connaissiez ces randonneurs, non ? Ouais, très vite en fait. Quand on a commencé Nu et culotté, on nous a parlé de cette pratique. Et nous, on s'est rapprochés en fait de ce genre d'association juste pour connaître le droit en fait. Quel droit on avait nous à commencer tout nu ? Parce que bon voilà, encore une fois, on voulait pas choquer les gens et surtout on voulait pas se promener de manière illégale.
Donc on s'est renseigné et on a fait en sorte que Nu et Culotté respecte la loi Parce que française. c'est 1 an de prison et 15 000 € d'amende, je crois, à peu près. Exactement. Se c'est balader nu dans un lieu public. C'est ça. Alors c'est pour ça qu'on n'arrive jamais tout nu devant les gens. On a toujours un buisson ou du matériel qu'on a trouvé dans la nature pour se faire un cache-sexe ou des vêtements de fortune. Bon, cette association de randonneurs, ils ont un petit bâton avec un pagne qui se déplie quand ils croisent d'autres randonneurs plus classiques, qui leur permet de cacher le temps de la rencontre, ce qu'ils ne devraient pas montrer, et puis ils peuvent repartir comme ça, ils le font même dans la neige, hein, ils sont courageux. Le froid, c'est un handicap quand on part sur ce genre d'aventure, d'être tout nu dans la montagne par exemple. Ouais, le froid, quand on est tout nu, c'est la plus grande difficulté. D'ailleurs, par rapport à ça, moi j'ai une petite anecdote qui m'a beaucoup marqué dans ces aventures Nu et Culotté. Le premier film qu'on a fait, c'était départ du cirque d'Archienne dans la Drôme. Et ce soir-là, ils annonçaient 0 degré à la météo. On voulait dormir dehors, donc on n'avait pas de solution autre que faire du feu. On essaye de faire du feu pendant 3 heures, ça ne fonctionne pas, en frottant de bouts de bois. Et du coup, on se dit, si on n'a pas de feu, on va essayer de trouver de l'isolant, donc de la mousse. On regarde autour de nous, on était en plein dans la forêt, et il y avait très peu de mousse sur les rochers, mais on commence à en récolter un peu. Et au bout de 5 minutes, sous un peu de mousse, qu'est-ce qu'on trouve ? Un briquet. Et c'était tellement incroyable qu'on l'a même pas joué dans le film. On a dit bon, personne va nous croire, ce sera trop gros. Ils vont se dire oui d'accord, vous trouvez un briquet dans la nature au moment où vous avez besoin de faire du feu, d'accord. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué le fait de faire du feu en frottant les bouts de bois. Mais en fait, on a allumé ce feu avec le briquet trouvé par hasard sous un rocher. Eh ben, une belle petite anecdote pour finir cette interview. Merci Nance, bon retour. Vous rentrez comme vous êtes venu à Autran, nu en partant de ce plateau ou pas ? Non, là je vais rentrer habillé. Bon. Et voilà. Eh bien, on vous souhaite en tout cas de bonnes aventures. Puis on suivra au printemps prochain la 3e saison de Nu et Culotté. Merci beaucoup. Émile et Images, Jean-Pierre Madère, Jean-Luc Lahaye, Sabrina, début de soirée. Et bien sûr, la femme libérée de Cookie Dingler. 30 ans après leur succès, ils continuent d'attirer les foules. La tournée Star 80 s'arrête ce vendredi au Palais des Sports de Grenoble. Un concert qui n'est pas réservé qu'aux plus de 40 ans. Lui aussi remplit les salles de concert et pourtant à la base il n'est pas chanteur mais curé. Alors, ça devrait vous plaire à Nantes puisque le père Alain Noël Gentil aime sortir des sentiers battus lui aussi. Une fois par mois il quitte sa soutane et sa paroisse de Saint-Égrève pour monter sur scène. Il se produira ce vendredi à la salle Edmond-Vigne de Fontaine. Du rock religieux qui visiblement déchaîne également les foules. Si vous aimez la musique, vous aurez l'embarras du choix pour sortir demain, puisque l'espace Paul Jargot accueille le groupe Pigalle, dont le chanteur François Hadji Lazaro sévissait déjà dans les années 80 sous le nom des Garçons Bouchers. Un groupe en vue à l'époque sur la scène du rock alternatif français. Avec Pigalle, l'ambiance est plus soft et vous pourrez également découvrir demain soir en première partie une jeune chanteuse grenobloise, Marianne, avec laquelle on va se quitter. Bonne soirée à tous.